BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous. 19h30 en ce mardi 7 octobre 2025. Bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Très heureux de vous retrouver. Comme chaque soir, vous le savez, on est là du lundi au jeudi, 19h30, 21h, votre rendez-vous tech. Voilà, Tech & Co, c'est 100% tech. Chaque soir, en direct à la radio, à la télé, puis bien sûr les replays, les podcasts qui sont disponibles juste après la diffusion de cette émission. Avec ce soir au sommaire de ce Tech & Co, et bien voilà encore un coup d'éclat de ChatGPT et d'OpenAI. ChatGPT qui veut intégrer vos applis préférées eh bien, dans son système. Et vous allez voir, ça va tout changer. C'est complètement ahurissant. On parlera aussi de cette innovation signée Starlink. Eh bien, aux États-Unis, demain, vous pourrez envoyer des messages WhatsApp et vous repérer en zone blanche via Google Maps. Ça marchera via Starlink. Et puis, on s'intéressera aux navettes autonomes de Navia. Navia qui a eu chaud ces derniers mois, qui eh bien, revient sur le devant de la scène avec un nouvel actionnaire et qui viendra nous présenter sa nouvelle navette. Ce sera son patron fondateur qui sera avec nous sur le plateau tout à l'heure. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va évoquer ce soir. Un grand merci d'être là. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Un grand débrief de l'actu-tech ce soir avec, waouh, un plateau en or, j'ai envie de dire. Déjà, il est en visio avec nous. Quel plaisir de retrouver Bruno Guglielminetti. Salut Bruno. Bruno nous entend pas. Ah, nous voilà bien. C'est pas bon. Bah oui. Pour débattre avec Bruno Guglielminetti, c'est pas gagné. Mais heureusement, vous allez voir, on va appuyer sur un bouton, il va revenir. Stéphane Zibi est avec nous. Bonjour. T'es obligé de répondre, t'es pas en visio. Ouais, donc alors, là, franchement... J'ai failli faire... Là, c'est que vraiment, tu faisais un peu la tête si tu répondais pas. Voilà, merci d'être là, Stéphane. Merci, François. Consultant spécialiste en transformation numérique et en IA. À tes côtés, Cédric Ingrand, qu'on ne présente plus, bien sûr. Salut Cédric. Ou quand même. Directeur général de Heavyweight Studio et ancien journaliste à TF1 LCI. Et Tristan Nitto est avec nous. Salut Tristan. Bonsoir. Ben voilà, Tristan, directeur associé commun numérique Anthropocène chez Auto Technologies. Et puis rappelons que tu as bourlingué dans la tech, si j'ai envie de dire. C'est le grand âge qui veut ça. Voilà, depuis quelques années. Et tu étais entre autres le président de la fondation Mozilla en Europe. Absolument. Voilà. Ouais. Et c'était il y a quelques temps de cela. Et tu connais, évidemment, tu es un fin observateur de toute l'actualité tech. Est-ce que Bruno est avec nous? Il est de retour ou pas, Bruno Guglielminetti? Non. Reboot, Bruno, reboot. Ah, mon pauvre Bruno, mais on va l'avoir dans un instant, vous allez voir, vous inquiétez pas. Alors, pas mal de sujets. Ce soir, on va commencer par ChatGPT et OpenAI. Une fois n'est pas coutume. En fait, on pourrait faire une émission spéciale ChatGPT quasiment tous les soirs avec tout ce qu'ils annoncent régulièrement. Non, mais c'est vrai. ChatGPT Today. Le ChatGPT Show. Ouais. Ah non, mais ils sont forts. Il faudrait 2 heures à chaque fois. Non, mais c'est fort. Non, mais c'est dingue. Là, ils ont fait leur DevD. Je ne sais pas si vous avez suivi. Alors, il y a énormément d'annonces assez techniques, très B2B. Mais il y en a une qui est très intéressante et qui va tous nous impacter à court ou à moyen terme. Je dirais quasi à court terme. Alors, il faut savoir que ce qu'on va vous annoncer là n'est pas prévu pour l'instant en Europe. Mais ça arrivera un jour, ça c'est certain. ChatGPT, écoutez bien, va intégrer des applications dans son service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est quoi? C'est un champ, vous posez des questions, vous pouvez écrire, vous pouvez parler, vous pouvez envoyer des vidéos, etc., des photos. Et bien là, vous allez avoir dans le système de ChatGPT des services comme Spotify, comme Booking.com, comme TripAdvisor, et j'en passe et des meilleurs. Là, ce sont que les premiers, mais en fait, on va se retrouver avec une ribambelle de services qui vont être intégrés dans ChatGPT. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, prenons l'exemple de Spotify, vous êtes en train de bosser sur ChatGPT, vous allez pouvoir écouter vos musiques, vous créez des playlists grâce à l'IA qui seront diffusées sur Spotify automatiquement, en fait, sans que vous passiez par l'application Spotify. Petite révolution, les amis, et on commence à entrevoir un peu le futur via ChatGPT. Et ça me paraît monstrueux. Qui commence? Ouais, c'est-à-dire tout le monde a une comparaison en disant c'est comme s'ils avaient un App Store. C'est pas un App Store, c'est un système d'exploitation.
C'est-à-dire que c'est l'interface qu'il y a entre toi et les applications que tu vas utiliser de manière transparente, avec ou sans les conseils de ChatGPT, parce que toi, tu n'as pas forcément envie d'utiliser Booking ou TripAdvisor, tu as envie de réserver un week-end à Barcelone, tu vois ce que je veux dire, ou tu as envie d'écouter de la musique. Et tu vas pouvoir... Il y a aussi plein d'applications dans le domaine de l'entreprise, et je pense que là aussi, ne jamais oublier que les choses qui rapportent de l'argent sont les choses les plus chiantes à faire. Ouais. Pourquoi est-ce que qui trust le haut des capitalisations boursières en Europe? C'est SAP et c'est Oracle aux États-Unis. Des choses dont on ne parle jamais sur ce plateau, parce que ils sont B2B. C'est très utile, mais d'une tristesse infinie. Et donc, il a raison, Sam Altman, d'essayer de faire des trucs un peu chiants pour les entreprises, et puis des trucs qui brillent un peu, et qui tout à coup sont quand même une espèce de tir de barrage, enfin de tir d'avertissement, face à tous ceux qui font du SEO, de la pub, etc. Parce que tout à coup, si ce truc devient le système d'exploitation, alors c'est the place to be, quoi. Bruno Et Guglielmi, ça passe par les développeurs. t'es avec nous, Bruno? Ça y est, t'es de retour? Eh ben non. C'est le running gag. Ah oui, si. S'il a bougé, il entend. Alors, il nous entend, mais on ne t'entend pas, Bruno. Alors, on va essayer de redémarrer le jour où il y aura la... Ouais, mais moi, je l'entends pas. T'es là, Bruno? Oui, je suis là. Ah, là, ça va, on t'entend. On se croit dans un vrai Teams comme au bureau. Exactement, c'est pareil. C'est pareil. Tu m'entends? Sauf que là, il y a un peu plus de monde qui écoute et qui regarde. Ouais. Excusez-nous pour tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez? On est en direct, parfois, ça marche pas très bien. Mon cher Bruno, tout va bien? Ravi que tu sois avec nous ce soir pour débriefer l'actu. Pareillement. Rappelons que tu es journaliste, animateur du carnet de l'actualité numérique et de tes 120 secondes de tech. Premier sujet, je ne sais pas si tu as entendu, on évoquait cette nouvelle fonctionnalité dans ChatGPT avec ces applications qui arrivent. On parlait de Spotify, de Booking, de TripAdvisor. Et Cédric le disait justement, c'est même pas un magasin, c'est même pas un App Store, c'est carrément un système d'exploitation qui est en train de mettre en place ChatGPT. Alors, je te donne la parole et puis après, on écoutera évidemment Stéphane et Tristan. Ouais. Effectivement, ce qu'ils sont en train d'installer, c'est carrément une plateforme. Je ne sais pas si on peut parler de système d'exploitation, mais en tout cas une plateforme qui va héberger d'autres services et qui va rendre beaucoup plus accessible ceux-ci. Je pense que c'est Cédric qui disait, je ne sais pas si on veut planifier un voyage pendant qu'on est sur ChatGPT, sauf que de l'autre côté, d'avoir des services de livraison de nourriture, je ne les nomme pas, ils n'ont pas besoin de publicité, mais pendant que tu es en train de travailler là-dessus, ça peut être pratique, c'est une porte de plus de contact vers la clientèle. Ce que moi, je crains, et j'ai hâte de voir, et j'espère ne pas être confirmé dans ma crainte, c'est que ça commence à ressembler un petit peu à la porte que Mark Zuckerberg avait ouverte en 2007. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un article sur mon carnet aujourd'hui. Et c'est lorsque Zuckerberg a ouvert sa plateforme Facebook à l'ensemble des développeurs. Et là, il y a eu énormément de données d'utilisateurs, qui sont partis un peu partout. On ne sait plus où, nécessairement. Et ça a donné notamment le scandale Cambridge Analytica parce qu'on avait accès à énormément d'informations, de données, et puis on pouvait commencer à bidouiller puis à orienter les choses. Du côté d'OpenAI, on a dit qu'on va prendre les moyens pour pas que ça se produise. Mais écoutez, une fois que des développeurs ont accès à des données, et des données qui vont quand même être importantes, si on va arriver à offrir quelque chose d'intéressant à des entreprises, là, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec les différentes plateformes qu'on va proposer, puis aussi ce qu'on ne verra pas nécessairement sur la plateforme, mais qui sera utilisé en fonction de questionnements, de raisonnements, de discussions entre les utilisateurs et ChatGPT. Est-ce que tout ça va servir à nous alimenter à un moment donné de la publicité, mais aussi pourrait, ailleurs dans le monde, pas nécessairement en Europe, mais être utilisé à l'insu des gens pour cibler des choses ou carrément leur envoyer des messages politiques, par exemple? Waouh! Non, mais c'est vrai que ça soulève, en fait, cette annonce soulève 1000 questions. 1000 questions. Hier, on parlait du hardware de ChatGPT. Là, on comprend, en fait. On comprend le travail de Jonathan Ive qui est en train de façonner une espèce de produit tech qui pourrait être l'écrin, en fait, de tout cela. On comprend un peu mieux, on va dire, le coup de billard à 3 bandes que Sam Altman est en train de faire. Stéphane, et après Tristan. En fait, ce qu'on est en train de voir et ce qu'on est en train de vivre, c'est en direct, vu la vitesse en plus avec laquelle ils publient et ils font des choses qui nous surprennent à chaque fois, c'est
là, tu parlais de système d'exploitation, moi je parlais d'écosystème en fait, d'écosystème, voilà, plutôt. Et en fait, c'est vrai que ça peut rappeler ce qu'on a pu voir avec Steve Jobs qui a lancé l'App Store ou le Play Store, ou l'App Exchange de Salesforce si on est sur du B2B. En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'aujourd'hui, on utilise ChatGPT tout le temps. Tout le temps. C'est juste la continuité de ce tout le temps. Au lieu de poser des questions ou des choses dont on a besoin, on va continuer à faire ça. C'est tout sauf Google ou tout sauf les App Store, tout sauf nos applis, mais que ChatGPT qui va être notre centre de vie, notre méga assistant pour l'intégralité des choses. Il faut juste qu'on se dise que là, en plus, on est au Dev Day. Donc, Dev Day, c'est qu'on s'adresse aux développeurs. Donc, aux développeurs, c'est-à-dire que toutes les applications, maintenant, au lieu de faire les applications mobiles, du site web, etc., maintenant, on va faire aussi de l'OpenAI. Et donc ça, c'était quand même quelque chose qui est pas anodin. Et il semblerait donc que nous, on va devenir donc ChatGPT dépendant. On va peut-être voir créer des ligues de, je sais pas moi, comment dire, comme les alcoolos anonymes là, de désintoxication peut-être à terme. Non mais c'est pas possible. Mais on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que du ChatGPT tout le temps, quoi. Je sais pas. Ça me semble être une. Mais c'est vrai que c'est assez fabuleux. Je peux juste penser que quand on crée un écosystème, je pense déjà aux conséquences. Vous vous rappelez dans l'App Store, la première appli qui a été présentée par Steve Jobs, c'était Shazam. Ça, nous, on a fait waouh. Il y a eu quand même des milliardaires maintenant qui se sont créés grâce à Apple qui a racheté Shazam quelques années plus tard. Bien sûr, 400 millions. Le truc, c'est que derrière, là, on a eu quand même des milliardaires avec WhatsApp, Instagram, etc., qui se sont créés de cet App Store. Là, je pense que là, il y aura des milliardaires, bien évidemment, mais c'est des milliardaires les plus précoces en termes de temps entre le moment où ils créent l'appli et au moment où ils vont l'être milliardaires. Parce qu'en plus, ce qu'a dit Sam Altman, c'est qu'en plus, on aura accès aux users d'une certaine manière. Donc la communauté donc de ça, parce qu'on va poser les questions, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui, tiens, trouve-moi une chanson qui pourrait me faire plaisir parce que je suis dans cette bad mood, etc., machin. On va créer plein d'applis, plein, c'est une folie. C'est une folie. Donc c'est un Eldorado qui s'ouvre finalement. Nous, Eldorado, voilà, et il faut être soit on aime, soit on n'aime pas OpenAI. Après, je sais pas, Tristan, ça pour moi, s'il fallait résumer cette annonce d'aujourd'hui, le mot-clé, c'est plateforme. Et c'est la naissance d'une plateforme. Et vu l'élan qu'ils ont, 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, c'est monstrueux. Et ils ont fait ça en tout juste 3 ans. Donc il y a un élan énorme. Et la création d'une plateforme, c'est pas tous les jours. Parce qu'en fait, des plateformes, on n'en a pas beaucoup. On a quoi? On a 2 systèmes d'exploitation mobile, 3 systèmes d'exploitation pour PC, Windows, Mac et Linux, en comptant large. Oui. Et il y a le web. Et c'est tout, en fait. Enfin, après, il y en a d'autres, mais qui sont de niche, quoi. Enfin, bon, les SAP, Salesforce et compagnie. Mais vraiment, pour le grand public, c'est ça. Et en plus, c'est une plateforme. Alors, on ne savait pas que c'était une plateforme. Enfin, jusqu'à tout à l'heure, c'était pas une plateforme. C'était un chatbot. Voilà, c'était juste un chatbot. Et maintenant, ça devient une plateforme. Et elle a déjà, avant même d'être une plateforme, elle a déjà 800 millions de personnes qui s'en servent. Donc, ça arrive, ils déboulent, ils fracassent la porte avec 800 millions de gus derrière eux. Ils ont déjà la salle qui est pleine. Ouais, voilà, quoi. Donc, c'est... Il n'y a pas la poule et l'œuf sur... faut faire des applications pour que les gens viennent. Non. Là, venez les gars, ils sont là, ils attendent. Exactement. C'est ça. Ils ont déjà craqué le problème essentiel de la plateforme. Les gens ne veulent pas d'une plateforme, ils veulent des applications, comme tu l'as laissé entendre, Cédric. Donc là, ça y est, en fait, ils vont réutiliser des applications, ils ont déjà l'audience. La techno, en fait, visiblement, c'est du MCP derrière, donc c'est un truc qui est déjà validé, qui est rodé, qui tourne. Roule quoi, voilà, ça y est, je pense qu'en un claquement de doigts, à moins qu'il se plante, c'est toujours possible, mais c'est quand même super bien parti pour qu'on assiste à la naissance de la grosse plateforme des 20 prochaines années. Ouais. Mais ça peut exploser en vol en même temps, OpenAI. Ils ont quand même quelques casseroles aux fesses, tout ça. Mais en tout cas, c'est impressionnant. Et puis en plus, c'est lisible pour l'utilisateur. Parce que jusque-là, qu'est-ce que tu fais dans ChatGPT? Soit tu lui demandes de remanier des textes, de te donner des idées, etc. Soit tu lui dis comment je fais pour faire ça. Et alors, il va te dire, tiens, tu as Canva, va dans Canva, ouvre ça, tu as la photo. Il va t'expliquer comment faire. Il va te faire le vadémécum. Alors il va peut-être même le faire à ta place. Non, mais maintenant qu'il est connecté, il va te mettre directement dans l'application en disant tiens, je t'ai ouvert le bon outil qui va bien, je t'ai généré l'image dont tu avais besoin. Enfin, tout ça va devenir seamless, comme on dit en français. Et ça va en faire un truc très lisible finalement pour l'utilisateur. Il ne va pas avoir besoin de se poser de questions.
Après, moi j'ai juste une question. Après, bien évidemment, on va prendre le temps parce que c'est quand même une grosse news. Je pense que ça va bouleverser les interfaces, surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est de l'écrit, mais imaginez demain, vous êtes en train de bosser. Je vous rappelle que sur votre PC ou sur votre Mac, ChatGPT, vous pouvez lui parler, d'accord ? Oui. Il vous dit, tiens, il est 12h45, t'as pas envie de manger un burger ? Je pense qu'on va avoir aussi des interactions comme ça, comme on a aujourd'hui des notifications Uber Eats ou Deliveroo. Lui, il va vous dire, bah tiens, ça fait, parce qu'il saura tout de nous, tu vois, il dira, bah tiens, hier t'as mangé un burger, aujourd'hui il faudrait que tu te fasses plutôt un repas healthy. Est-ce que t'as pas envie de te faire un truc comme ça ? Enfin, je veux dire, je débranche tout de suite, moi, s'il me dit. oui, non, mais peut-être que toi tu vas débrancher, mais je suis persuadé qu'il y a plein de gens. C'est parce qu'il me dit healthy, sinon. Ah oui, d'accord, ok, oui, non, voilà. S'il dit un bon burger ou un truc, tu débrancheras pas. Voilà, donc, ce que je veux dire par là, c'est que là où on a du mal peut-être à se projeter, je pense que l'interface risque d'être la voix, je pense. Oui. En tout cas, à des moments précis de la journée. Et le fait de se dire qu'on va avoir un store qui va écouter ce qu'on dit, qui va nous répondre en nous proposant des services on va dire, d'applications qui seront préinstallées, ça va être quand même assez impressionnant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno. Alors, toi, l'interface, comment tu imagines ce truc-là ? Parce que pour moi, c'est quand même assez flou encore. Ben, pour l'utiliser depuis 3 ans, moi, je te dirais que l'interface, à l'occasion, c'est du texte, à l'occasion, c'est de la voix. Puis dans d'autres occasions, je lui montre ce que je cherche visuellement en ouvrant la caméra, puis il me dit ce qu'il voit ou ce qu'il pourrait aller avec. Donc, c'est multimodal. Mais le point que je voulais ajouter, si vous me permettez de le faire, c'est que hier, moi, quand j'ai appris la nouvelle, je pensais à 2 personnes qui doivent rager. Évidemment, il y a l'ennemi juré de Sam Altman, qui est Elon Musk, parce que lui, ça fait des années qu'il rêve de créer le WeChat. Et là, il est en train de voir Sam Altman passer devant lui pour créer l'écosystème, l'outil dans lequel on va avoir accès à tout. Ça, c'est la première chose. Puis le deuxième, ben, j'avais une bonne pensée pour Mark Zuckerberg. Parce que lui, il s'en veut encore d'avoir raté les plateformes qu'on trouve sur le mobile. Et puis là, il est en train de voir OpenAI qui est en train de développer une plateforme avec son ChatGPT pendant que lui est en train d'investir des milliards sur son Meta AI, que ça tourne en rond. Il y a 2 gros perdants. Si ça va comme les gens de OpenAI nous disent que ça devrait aller, il y a vraiment 2 perdants là-dedans qui vont courir derrière. Alors, tu le testes parce que tu es aux États-Unis. Enfin, tu es de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pour ça. Hein, tu es sur le continent américain, ça fonctionne. Nous, c'est pas la peine d'essayer. RGPD, enfin bon. Voilà, ou alors il faut installer un VPN ou des choses comme ça. Voilà. IA Act. Oui. On a 2-3 couches qu'il va falloir nettoyer avant que ça puisse arriver. Ce couches de protection. Enfin, il faut pas se mettre à hurler le RGPD, cette cochonnerie, machin. Alors, c'est pas parfait, le RGPD, mais c'est aussi pour protéger nos données. Voilà, mais je me demande comment le RGPD peut être compatible avec ce truc-là, tu vois. C'est ça la question. Ouais, c'est une bonne question. Moi, il y a un truc que je voudrais rajouter, c'est au niveau conception du produit. Ce que j'observe, en fait, c'est que ChatGPT, enfin déjà il faut, alors, sur ce plateau et la plupart de nos auditeurs, ils sont des gens qui font beaucoup de technologie, qui sont très habitués, etc. Mais on n'est pas représentatif de l'usage des... Non, mais on peut se considérer comme étant un peu précurseur. Oui, absolument. Mais il faut garder à l'esprit qu'on est précurseur et que en fait, monsieur, madame Michu n'ont pas exactement les mêmes usages. Et en fait, moi, ce que j'observe quand je pose la question à des béotiens, c'est qu'en fait, c'est un peu comme en 2000 où on me disait tu utilises encore Yahoo, faut passer à Google. C'est l'endroit où il fallait poser toutes ces questions et c'est le point d'entrée et les gens en fait partagent cette astuce et pour moi, et c'est ce qui implique les 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, c'est en fait ChatGPT, c'est le nouvel endroit où on n'a pas besoin de se poser de questions, c'est toujours là qu'il faut aller parce que c'est là où on a les réponses. Et donc, pour Bruno, moi, je rajouterais un troisième pour avoir une pensée, c'est les gens de Google, qui doivent quand même faire vachement la grimace, parce que justement, ce sont plus eux l'endroit par défaut où on pose des questions. C'est ChatGPT qu'on pose des questions à la voix, on a la réponse en audio, ou bien en écrit, ou bien en graphique, ou bien on pose la question avec une photo, etc. Enfin, bref, c'est le nouvel endroit où, en fait, on se pose plus de questions. Et les gens, parce qu'ils sont programmés comme ça, c'est plus facile pour eux. Et donc,
là, en fait, OpenAI est en train de verrouiller le truc pour faire que ChatGPT soit encore plus l'endroit où on trouve tout ce qu'on veut, parce que on trouve des réponses, mais on trouve des agents qui vont faire le boulot pour nous et qui vont... Si on reprend par exemple pour Booking ou pour tout voyage d'ailleurs, d'une certaine manière, avant comment on faisait, on allait dans l'agence voyage, on nous donnait un prix, on prenait. Après, il y a eu Google qui est arrivé, on a pu voir un peu ce que ça pouvait être. On a eu les comparateurs, etc. On pouvait voir où on pouvait, quand acheter, etc. Ça devenait quasiment même presque scientifique. Il fallait acheter le mardi soir, paraît-il, ou le lundi. Bon, mais en tout cas, pas le week-end. Je me demande si c'est pas une légende urbaine, ce truc-là. Non, si. C'est quand même parfois le week-end, en tout cas, à le moment où tu achètes, c'est toujours plus cher. Avec un VPN connecté en Turquie, oui. Vietnam. Un truc facile, quoi. Ça, c'est pour l'abonnement YouTube, c'est autre chose. Ouais, ça marche plus trop. On voit qu'il a testé. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir dit, voilà, trouve-moi un voyage à tel endroit, dans tel hôtel, avec ça, et ça va me coûter moins de 1 000 € par personne. Lui, il va le faire, il va lancer le mode agent, etc. Il va dire, est-ce que je peux réserver pour toi ou pré-réserver pour toi? Oui, bien sûr. On n'aura rien à faire, on aura juste peut-être encore à faire notre valise et aller dans l'avion. Mais en gros, on n'aura pas de robot. Bientôt, t'as qu'à le créer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir quelque chose qui va être facilitateur. Ouais, mais est-ce que ce sera la meilleure solution? Est-ce que ce sera le meilleur deal? C'est ça. Mais attends, mais c'est la question quand même. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas sur Booking ou quoi, tu dis, bah voilà, je veux un hôtel avec un budget de 1 000 €, tu le fais toi, alors tu vas prendre beaucoup plus de temps, mais tu seras responsable de ton mauvais choix si c'est toi qui le fais. D'accord? Là, tu vas appeler ça maintenant, tu vas dire, écoute, ton hôtel. Non, mais briefe-le bien quand même. Avec les cafards dans le salon. Ouais, mais brief bien quand même. C'est toujours, quand tu briefes bien ChatGPT ou n'importe quel IA, c'est toujours mieux, tu as un meilleur résultat. Donc, si tu le briefes bien, tu auras... Donne-moi le top 5 des meilleurs hôtels. Est-ce que la publicité ne va pas aussi te pousser parce qu'il y a l'hôtel, je sais pas quoi, qui aura mis un petit billet J'espère qu'ils n'auront jamais ça, parce que j'espère qu'ils n'auront jamais besoin de ça. Alors, attention, Google, c'est le business de Google. Je sais, mais si jamais on considère qu'effectivement c'est une plateforme, ce qui est mon avis, il faut se souvenir qu'il y a un mécanisme autour des plateformes qui s'appelle la merdification des plateformes. Ou endotification in English, je suis désolé, mais c'est un terme technique, il faut savoir les utiliser malgré le jargon. Et en fait, la technique de la merdification des plateformes, c'est première étape, vous séduisez des utilisateurs, ce qui est quasiment déjà dans la poche pour OpenAI. Deuxième étape, vous séduisez des entreprises, ce qui était exactement l'objectif de la journée, puisque regardez, on en a quelques-uns, mais venez vous précipiter, chères entreprises. Là, on va soigner les entreprises. Et une fois qu'elles sont bien ferrées, on verrouille tout, et là, on commence à soigner le cash flow. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on commence à soigner OpenAI, et ils vont en fait embêter les clients, ils vont embêter les entreprises, et ils vont prendre un maximum de marge. Malheureusement, c'est à peu près toujours comme ça que ça marche pour les plateformes. Et j'espère que ce ne sera pas le cas pour OpenAI, mais je vois pas pourquoi ils échapperaient au... C'est le cas de Netflix ou de Disney+, qui coûtait une misère au tout départ. Tu disais, c'est génial, pour 6 balles, et puis maintenant, Netflix, c'est 15 balles, quoi. Tu vois? Non, mais c'est idem dans l'e-commerce, où tout était possible, et puis, par le jeu des marketplaces, tu sais finalement plus à qui t'achètes, tout devient compliqué. Voilà. Je viens de passer 2 jours à aller chercher des reçus de commandes Amazon disparates, où on me dit, non, pour ça, il n'y a pas de facture. Bah, comment ça? Je suis en Europe, je veux une facture. Je peux avoir la TVA? Non, ça ne vous concerne pas. Mais enfin voilà, et là tu te dis, je comprends, tout ça qui était avant vraiment si fluide, si facile, si etc. Oui, je suis d'accord avec Tristan, c'est une espèce de mouvement naturel qu'il est difficile de réprimer. Alors il sent quand même, c'est amusant, c'est difficile de dire que tu es au début de l'histoire quand tu as 800 millions d'utilisateurs. Oui, mais hier il n'y avait pas de plateforme. Mais il y a encore un seul maître à bord, et lui il peut décider. C'est-à-dire que lui il a un board, etc. Bon, c'est vrai qu'il s'est déjà fait virer une fois. Mais, oui, mais il est revenu par la fenêtre. Mais là il se débrouille bien. Lui, fort de l'expérience des autres, peut aussi décider que non, il essaiera de ne pas glisser sur ce chemin-là. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Mais c'est fascinant. Hein. Enfin, non, mais bon, ça pose évidemment 1000 questions, c'est ce que je disais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est quelque chose de tout nouveau, on n'a pas l'impact que ça peut représenter et comment ça va bouleverser nos vies. Mais une chose est sûre, c'est que ça va bouleverser nos vies, ça c'est certain. Et c'est intéressant parce que c'est une interface tellement différente. C'est le problème que j'ai avec ChatGPT depuis le début, c'est que c'est un logiciel qui ne te dit pas de quoi il est capable. Tu vas dans Microsoft Word, tu as fichier, je peux ouvrir, exporter, importer, là je peux changer. Voilà. Là tu arrives et
il y a un curseur. Et ça peut faire des trucs extraordinaires dont tu n'as pas idée, mais c'est un peu ce truc dont tu es le héros. C'est à toi de les découvrir. Ouais, attends, le problème, c'est que parfois, tu lui demandes des trucs, il ne sait pas, il dit qui c'est, et il te livre une bouse. Il sait dire je sais pas dans la version 5. Ouais, ça va mieux, mais aujourd'hui, j'ai essayé... Moi, il s'est trompé il y a encore une semaine. Il m'a raconté J'ai essayé le chatbot de Google et donc c'était la deuxième fois que j'utilisais, et il me suggère, tiens, si tu veux, je peux te dessiner la fonction sinus de x entre 0 et 2pi. Alors pour ceux qui ont fait un peu de maths, qui sont allés jusqu'en seconde, c'est une sinusoïde. Donc ça commence par monter, ça descend, c'est hyper régulier. Bon, ok, génial. Alors je fais oui, vas-y, montre-moi, et il me sort une bouse. Mais alors le truc, c'était presque une sinusoïde, mais à un moment il y avait un crochet, et le truc, c'était l'axe des abscisses, il commençait à -0, 2, plus 0, 3 huitièmes et 4 douzièmes, tu vois. Et rien qui allait, quoi. Ouais. Alors que c'est lui qui m'a suggéré de faire ça. Donc, enfin bon, en tout cas, Google a des soucis à se faire s'il continue sur cette lancée-là, surtout avec ChatGPT. Imaginez, vous lui demandez un séjour à Barcelone et il vous emmène à, je sais pas moi, Amsterdam, vous allez être quand même un peu surpris. Mais si, c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui ont fait, sont plantés. Messieurs, Bruno, Stéphane, Cédric et Tristan, vous restez avec nous. Bientôt 20h, on va marquer une petite pause et on revient pour le débrief de l'ActuTech. On a pris le temps concernant cette info, mais c'est vrai que ça méritait quand même d'avoir toutes vos réflexions. Tech & Co, la quotidienne. Dans 2 minutes, nous sommes de retour. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, il est 20h01 en ce mardi soir. Merci d'être avec nous, peut-être dans votre voiture, peut-être en replay ou en podcast en tous les cas. Vous le savez, jusqu'à 21h comme chaque soir. Vous êtes au cœur de toute l'actualité tech avec ce soir sur le plateau de Tech & Co Stéphane Zibi, consultant spécialiste en transformation numérique et en IA. Cédric Ingrand, directeur général de Heavyweight Studio, mais aussi journaliste, ancien journaliste à LCI et TF1. Podcasteur aussi. Podcasteur aussi. Comme tout le monde. Oui, Heavyweight Studio, c'est un studio de... Alors ça, c'est du podcast qu'on fait pour les autres, mais j'ai dit bien, on allait parler des voitures électriques, les doigts dans la prise, remarquable podcast. C'est vrai. D'une haute teneur d'information. Il faudrait qu'on fasse un crossover avec le mien, l'Octavert. Oui, bien sûr, tu viens quand même. Voilà, attendez, il faut justement faire des petits crossovers comme ça. Tristan Nitto est avec nous aussi, directeur associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies et ancien président, entre autres, de Mozilla Europe, c'était il y a quelques années. Et Bruno Guglielminetti qui est avec nous en visio de l'autre côté de l'Atlantique. Bruno Guglielminetti, journaliste et animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique au Québec, bien évidemment, et présentateur de ces 120 secondes de tech indispensables. 120 secondes de tech tous les jours pour avoir un résumé du plus important. J'aimerais qu'on évoque, on reste en fait, dans cette turpitude de l'intelligence artificielle et s'intéresser à l'industrie du cinéma par la voix d'un réalisateur qui n'est pas n'importe qui, c'est Ridley Scott. James Cameron. Quasiment. Parce que Ridley Scott... À peu près. Bien amené. Hein. Non, mais... Ridley Scott a parlé aussi d'intelligence artificielle, mais d'une manière différente. Intéressons-nous déjà à James Cameron, qui est un petit peu moins vieux que Ridley Scott. C'est intéressant ce que James Cameron est en train de raconter. Alors, il est en pleine promo, évidemment, d'Avatar 3. Il est en train de chercher son scénario pour Terminator 7, déjà. Mais il faut rappeler quand même que c'est lui qui a la genèse de Terminator. J'ai raté 4, 5, 6, là, je suis un peu... Mais il en a fait un paquet. Mais je pense que tu as bien fait de les rater parce que ils sont indispensables. C'était pas terrible. Je rien comprendre. Pardon, excuse-moi. Oui, tu comprendras, je pense. Et James Cameron, évidemment, est un féru de nouvelles technologies. On le voit d'ailleurs dans ses films. Avatar a été complètement révolutionnaire en termes de graphisme, de la 3D. Quand on remonte à Terminator, les effets spéciaux de Terminator 2 sont incroyables. Et c'est un film qui a 35 ans, on va dire. Exactement. Donc, il suit tout ça et il dit des trucs très intéressants sur l'intelligence artificielle. Il oscille entre enthousiasme et incertitude, parce qu'il se dit c'est génial parce que aujourd'hui j'ai peut-être pas autant de budget qu'avant pour faire des effets spéciaux. Eh bien là,
c'est open bar, on va dire, je vais pouvoir faire des trucs comme ça. Et il dit inquiétude par, on va dire, l'extinction peut-être de certains métiers, comme les scénaristes, comme le fait aussi que, par exemple, demain, on pourrait peut-être avoir des comédiens générés par l'IA. Et lui dit qu'il ne veut pas ça, parce qu'il veut avoir un vrai contact avec des vrais humains, parce que c'est un directeur de comédien aussi. Donc, c'est un artisan. Et je voulais avoir votre point de vue là-dessus, parce que c'est intéressant. Ce gars-là a inventé, en fait, ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, j'exagère un peu, Terminator n'existe pas encore, mais on se rapproche quand même un peu... Il a du mal. Il a du mal à terminer le scénario. Oui, non, mais je parle du premier Terminator. Ah oui, le premier, ah oui. En fait, il y avait déjà toute la genèse de l'intelligence artificielle, etc. C'était déjà là-dedans, en fait. C'était pas le premier, c'était bien avant. Il dit d'ailleurs dans son interview, il dit « Je vous ai prévenu dès 1984 ». C'est ça. Dans plus 84, dans plus l'année. Quand on y pense, quand on y pense, quand même, c'est assez dingue. Non, mais il incarne parfaitement la dualité. Une certaine méfiance de l'IA, parce que c'est quand même quelque chose qui va peut-être entraîner quelques problèmes au niveau de certains métiers de la Hollywood, dans le cinéma en général, et aussi sa passion qu'il a démontré maintes fois, tu l'as dit, pour les outils liés à la créativité. Et ça, c'est quand même un peu particulier, c'est qu'il nous rappelle quand même que la technologie peut-être est aussi ni bonne ni mauvaise, mais il faudra juste qu'on en garde, qu'on ait des garde-fous. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il dit que dans Avatar 3, il n'y a pas d'IA générative. Déjà, premièrement. Et les Oscars, je ne sais pas si vous avez vu dans les derniers règlements des Oscars, il y aura la possibilité d'utiliser des IA génératives, mais un acteur ne pourra pas être nommé aux Oscars s'il n'existe pas ou s'il a fait trop de scènes dans le film qui sont fake. Donc en gros, il y a quand même des choses qui vont plutôt... ça va. Comme il y a eu les effets spéciaux, comme il y a eu la 3D, il y a l'IA aujourd'hui, c'est l'évolution du cinéma. C'est intéressant parce que c'est l'un des rares réalisateurs qui avait des projets, des idées et qui disait j'attends que la technologie soit à l'échelle de mon idée, quoi. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est un véritable observateur de toutes ces technologies. Après, il peut être rassuré sur le fait que c'est pas un truc qui va entamer la créativité. J'ai des doutes est-ce qu'on va vraiment mettre tous les scénaristes au chômage ? Les bons, probablement pas, mais par contre, c'est vrai que sur les outils, c'est pas tellement. Je voyais tous les acteurs qu'on voyait derrière Tristan, Giovanni Ribisi et les autres. C'est pas eux qui sont en danger. Les dangers, c'est les figurants, par exemple. Alors là, je veux dire, ça, les figurants, on n'en a plus besoin. Bon, ça fait déjà un moment, les figurants, parce que les grandes superproductions, la 3D. A généré des figurants depuis pas mal de temps, mais ça coûtait des fortunes à faire. Non, mais surtout, il y a aussi le modèle économique. L'IA est excellente pour faire des choses qui sont impossibles ou très compliquées à faire en vrai. C'est-à-dire des plans avec énormément de 3D, énormément d'animation, etc., ou très cher à faire et à refaire. Changer d'angle de caméra, enfin, tout ça est extrêmement compliqué, alors que là, tu le génères. Donc, de fait, c'est une révolution. Le problème, en fait, finalement, le goulet d'étranglement de tout ça, c'est quoi ? C'est notre temps et notre capacité d'attention. Parce que, bien sûr, on va pouvoir faire 20 fois plus de films qu'avant, mais on n'a pas forcément... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va passer 4 fois plus de temps à choisir un film sur Netflix ? Je suis pas sûr que... C'est déjà beaucoup trop long. C'est déjà beaucoup trop long. C'est quand même la moitié de ta soirée, quand même, dans l'ensemble. Donc voilà, on peut rassurer un petit peu James Cameron, même si ça va secouer. Bien sûr que ça va secouer. Non, mais c'est intéressant. Après, je donnerai la parole à Bruno. Cameron est en train donc de réfléchir au scénario de Terminator 7. J'en parlais tout à l'heure. Et il dit... En fait, je ne sais pas comment appréhender ce scénario, parce que l'histoire que je vais inventer, elle sera has-been très vite, finalement. Et il dit, je ne sais pas dans quelle direction aller, parce que tout va tellement vite que dans les années 80, quand il imaginait un Terminator, il avait le temps, il avait la latence entre le fait de créer son film et de se dire, ça arrivera peut-être dans 20 ou 30 ans ou 50 ans. Si tu veux bien là-dessus, je trouve qu'à l'époque, il a été visionnaire, en ce sens qu'il a posé un problème, c'est tu as une super intelligence qui est plus intelligente que les humains, et elle décide de ne plus être au service des humains. Et en fait, aujourd'hui, où on arrive, où on se dit la super intelligence n'est pas si loin. Pas loin, Et donc, on a peut-être à portée de main ce problème qui est ce problème dit d'alignement, où en fait, on n'est pas sûr qu'une super intelligence resterait
aux ordres d'un boulet biologique qui est nous. Quoi. Non, mais c'est vrai. Un amas de cellules. Ouais, et complètement irrationnel, qui tombe amoureux, qui vieillit, quelle horreur. Voilà, qui meurt. Enfin, bon, hein. Donc, en fait, il posait déjà, il y a 40 ans, le problème, et ça, c'est énorme. Quoi. Bruno. Pour poursuivre sur le même sujet, je veux simplement vous rappeler qu'il y a quelques mois encore, il y a des chercheurs chez Anthropic qui ont prouvé le fait que déjà aujourd'hui, un LLM qui a à choisir lors de simulations, on s'entend là, il n'y a pas une mort, mais un LLM qui doit choisir entre lui, son existence et celle d'un humain, il va d'abord prioriser son existence. Alors, aujourd'hui, avec les capacités qu'on a, les capacités de raisonnement qu'on a données aux machines, avec ce qu'ils ont, déjà, ils sont dans ce processus-là. Alors maintenant, c'est d'encadrer. Mais pour revenir au réalisateur canadien, j'aime bien par chauvinisme le rappeler, James Cameron, faut rappeler que sa conversion au bienfait de l'intelligence artificielle, bien qu'il dit qu'il n'y en a pas utilisé pour le nouveau Avatar qui va être présenté en décembre, c'est assez récent. Hein? C'est à l'automne dernier qu'il est devenu membre du conseil d'administration de Stability AI. Avant, il n'y avait pas vraiment de très bons mots, bien qu'il adopte et qu'il soit avant son temps, comme vous le disiez auparavant par rapport aux différentes technologies. C'était pas vraiment un fervent de l'IA, mais à un moment donné, les gens de Stability AI l'ont convaincu et là, maintenant, il fait partie du conseil d'administration. Mais c'est pour vous dire qu'il y va vraiment en tatillon, il tente de réfléchir. Je sais qu'il y a des groupes qui travaillent autour de... En tout cas, il fait appel à des gens pour réfléchir à ces différentes solutions et aux différents outils qu'il peut utiliser. Donc, il y a tout un écosystème d'intelligence, entre guillemets, humaine qui est autour de lui pour arriver à penser et à préparer ses prochains projets. Alors, c'est quand même... un bonhomme qui, heureusement, a le temps et les moyens, parce qu'il faut dire qu'avec les budgets de ses films et les budgets qui lui sont attribués pour qu'il travaille sur ses films, il a le temps puis il a les moyens de réfléchir. Alors, mais et à quelque part, ça peut aussi faire rêver une nouvelle génération de cinéastes qui veulent être le plus près possible près du réel quand vient le temps de travailler leur film et pas tout simplement être dans un soubassement quelque part dans le noir et de générer 100% de leur film sans être sortis de leur cachot. Hein. Et voilà. Et alors, c'est peut-être pas James Cameron qui sera impacté par tout ça, parce qu'il est pas à la fin de sa carrière, mais à l'apogée de sa carrière, on va dire. Et le temps que tout ça s'installe, ce sera une nouvelle génération de réalisateurs. Mais c'est intéressant ce que tu disais sur Stability.ai, parce qu'il a rejoint le conseil d'administration de cette boîte en 2024, non pas pour on va dire un aspect financier, mais pour comprendre en fait comment son métier pourra évoluer. Et je trouve que c'est quand même incroyable que ce gars-là, qui est réalisateur, plonge la tête la première là-dedans pour se dire, bon, mon métier dans 10, 20 ans, 30 ans, à quoi il va ressembler, comment je peux anticiper, voir comment ça va évoluer pour comprendre, quoi. Planter des arbres sous l'ombre desquels il ne fera jamais de sieste, hein, exactement. Exactement. Probablement, ouais. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'en 84, il disait les machines vont nous dominer. Aujourd'hui, il peut dire, voilà, c'est peut-être ça aussi qui va nous arriver. Et en fait, le fait qu'ils mettent, pour Avatar, qui pourrait être le film parfait pour mettre de l'IA générative, non, ce film, il n'y a pas eu d'IA générative, c'est un peu comme le label bio sur nos bananes. Par contre, c'est l'image de synthèse. Hein. C'est bien, mais il dit qu'il n'y a pas de générative. Oui. Il le dit, en tout cas, notre ami. Peut-être que ça nous donnera envie d'aller voir Avatar 3D. Il paraît qu'il y a vraiment, comme tu disais tout à l'heure, une espèce de truc au début. Attention, ce film a été fait sans IA. Exactement, c'est exactement. Il y a le carton au début. Il est tellement traumatisé par ça qu'il le dit dans son film. Bio. Quoi. Au début, c'est bio. C'est bio. La technologie n'est qu'un outil. L'art, lui, reste une affaire profondément humaine. Voilà, c'est ce que dit aussi James Cameron. Jusqu'à quand tout ça ? Mais quel outil ? Ouais. Oui. Mais l'art, est-ce que l'art restera profondément humain jusqu'au bout, enfin tout le temps ? C'est même pas sûr en fait. On verra. On a essayé de faire une chanson des Beatles à partir des premières. Ça sonne comme les Beatles, mais c'est pas les Beatles. Pareil, ils ont fait du Vermeer, ça ressemble. Voilà, c'est au début, mais même maintenant, attends, arrête. Alors tu parles de la chanson des Beatles qui est sortie l'année dernière, c'est ça ? Non, ça c'était le truc, c'est le vrai, ça. Non, parce que c'était vrai. Et l'IA a servi à nettoyer la piste audio de la voix de John Lennon. Oui, le piano, parce qu'il était tout pourri, et ils ont réussi à isoler le piano et la voix, surtout la voix de John Lennon, et puis après orchestrer, réutiliser une vieille bande
de George Non, mais Harrison. tu parles pas de cette chanson-là. Non. Une autre complètement, et en fait, voilà, qui a rien à voir, ça sonne. Pareil, ils ont fait avec des tableaux de Vermeer et tout. Non, on peut faire ce qu'on veut, ça ressemblera pas. On a encore besoin de la sensibilité humaine. Hein. Moi, il y a un truc qui m'agace un peu, c'est que, en fait, moi, en tant qu'humain, j'imaginais que la technologie serait là pour notre service, et qu'en fait, oui, je suis un peu stupide, un peu simple, à la limite. Tu vas su rester jeune, ça. Quelle fraîcheur. Oui, merci, ça me fait plaisir. Et donc, en fait, on se retrouve plutôt à faire les boulots pas intéressants, et maintenant, ça serait l'IA qui ferait de l'art à notre place. Et alors que c'était pas l'idée quand même au départ, c'était nous libérer du temps pour être plus humain. Ouais, et en fait, on est en train de renverser le machin. Et est-ce que c'est une bonne idée ? Non. Moi, sincèrement, je gigouille plus les fichiers Excel que les pianos et la guitare. Donc, Oui, mais c'est dommage. Ah non, mais les fichiers Excel, j'en fais plus. En tout cas. Ah oui, t'en fais plus. Je fais plus. Par contre, la guitare, un peu plus maintenant. D'accord, tant mieux. Voilà pour James Cameron. Habillé pour l'hiver. Voilà. Bon, vous savez, je crois que il n'a pas besoin de nous. Franchement. Il s'habille qu'en cachemire. Hein. Et puis, comme le disait très justement, il est canadien, donc il a l'habitude d'être habillé pour l'hiver. Donc, aucun souci là-dessus. Excusez-moi. On enchaîne avec Starlink. Starlink, le service donc de haut débit de Elon Musk et de SpaceX, qui vous permet partout dans le monde, grâce à une petite parabole, d'avoir une connexion Internet qui ressemble à s'y méprendre à une connexion fibre. C'est ça qui est dingue. Vous avez plusieurs centaines de mégas, latence qui est quasi équivalente à... Enfin, qui est correcte, on va dire. C'est pas du géostationnaire à 36 000 km d'altitude. Vous arrivez à vivre à peu près correctement avec un Internet donc, qui est par satellite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Starlink est en train d'évoluer. Les nouveaux satellites lancés par Elon Musk permettent de se connecter non pas à une antenne statique, mais à votre téléphone portable. Et ça change toute la donne. C'est-à-dire que vous êtes dans une zone où vous n'avez pas de réseau. Si votre opérateur télécom, alors c'est aujourd'hui on va dire le cheminement, il faut que votre opérateur télécom ait passé un accord avec Starlink, mais on peut imaginer que tout ça demain va exploser et que Starlink sera un opérateur télécom tout simplement. Mais aujourd'hui, typiquement aux États-Unis, vous êtes chez T-Mobile, vous êtes dans une zone... je ne sais pas s'il faut prendre un forfait supplémentaire, je ne sais pas si c'est compris dans l'abonnement du forfait. Bruno, tu es au courant de ça ou pas ? Pour le moment, avec T-Mobile et avec Rogers au Canada, c'est en promotion. Alors, ça fait partie pour la prochaine année du service de base. D'accord. Et donc, à partir du moment où vous êtes abonné chez T-Mobile, et que vous n'avez pas de réseau, paf, vous captez Starlink et vous pouvez envoyer un SMS. Ça, c'était avant, parce que Elon Musk fait encore mieux. Maintenant, vous allez pouvoir utiliser quelques-uns des services de vos smartphones qui peuvent être quand même assez utiles quand on est en zone blanche, totalement perdu. Google Maps et WhatsApp. Tout est dit. AccuWeather, AllTrace aussi, et Apple Music si tu en manques de musique aussi. Ah oui, alors Apple Music, ça devient moins vital. C'est moins vital, mais c'est en cas où on est... Ah, j'avais pas vu Apple Music, parce que ça demande plus de débit que Google Maps. J'ai regardé, j'ai dit tiens, ça m'étonne, mais bon, j'ai regardé 2 fois. Ouais. Incroyable. C'est pour l'instant aux États-Unis, après Canada, Suisse, Australie. Et est-ce que vous voyez un petit peu cette stratégie de Starlink qui petit à petit monte déjà, elle est passée sur Air France, puissance. Ouais. Alors ça, dans les avions, c'est incroyable. Starlink dans les avions, c'est vous avez 300 mégas jour et la nuit à 10 000 mètres d'altitude, alors que vous volez à 900 km/h, quoi. Et ça marche très bien. C'est dingue. Et surtout, c'est en train de devenir un service mobile. Mobile au sens de je mets une antenne sur ma caravane. Et tout à coup, ça marche. Parce qu'en fait, quand tu es abonné résidentiel de Starlink, tu n'as pas le droit de bouger. Ton antenne, elle va il te détecte là où tu sais où tu es. Non, tu ne vas pas te balader. Non, ça, c'est interdit. Là, tout à coup, ça devient possible avec des antennes plus petites, avec des choses beaucoup plus portables. Et tout à coup, c'est vrai qu'avoir même de manière dégradée, parce que tu ne vas pas avoir 300 mégas de débit sur ton smartphone immédiatement, mais peu importe. C'est un pis-aller quand tu as des zones blanches. Ouais. Et quand tu n'as pas de réseau, vaut mieux avoir Starlink. Si tu demandes à Bruno, il y a des malheureux qui habitent dans des pays où il y a plus de zones blanches que de zones couvertes. Et là, quand tu parles de zones blanches, tu ne parles pas de neige. Au fond du Saskatchewan, si tu veux, voilà. Et donc ça va rendre des services absolument immenses. Et ça arrive à un moment où en plus il y a quand même une course aux armements sur la couverture satellite.
Mais Elon Musk, il a ses propres fusées, donc forcément, ça aide. Ouais, c'est vrai que c'est pratique pour emmener des satellites. C'est intéressant parce que c'est peut-être le truc à plus gros impact qu'il ait créé au final. Ce qui est pas mal quand tu vois ce qu'il a fait avant. Mais c'est un truc où là, il a pas de vraie concurrence aujourd'hui. Et ça fonctionne, c'est à des prix corrects. On se dit où est le piège. Mais demande aux Ukrainiens, ils ont eu une idée à un moment. Oui, voilà. Il y a plein de gens qui se contenteraient de Starlink, si tu veux, en tant qu'entrepreneur, qui disent « Ah ouais, c'est bien, ça me va comme petite affaire ». Ouais. Oui. Alors bon, Jeff Bezos est en train de lancer son Kuiper, hein, donc aussi, il va pas être tout seul sur le marché. Non. Elon Musk. Bruno, qu'est-ce que tu en penses de cette montée en puissance de Starlink ? Pour l'anecdote, moi, je l'ai essayé justement ce service avec le téléphone intelligent. Je faisais la route pour les gens qui connaissent le Québec, entre Montréal et Québec, sur la grande route. Donc, normalement, c'est la 5G, il n'y a pas de problème. Mais je suis sorti et je suis tombé dans une zone blanche. Et normalement, c'est comme signal radio, il n'y a plus rien. Et là, j'ai regardé mon téléphone et pouf, il s'est branché directement sur le réseau Starlink, qui est opéré au Canada par Rogers. Et évidemment, j'étais curieux. Alors, j'ai passé un appel. C'était la même chose que si j'avais été sur de la 4G, de la LTE ou de la 5G. Et c'est assez intéressant de voir ça. Donc, pour un grand pays, par exemple, comme le Canada, comme Cédric le disait, où il y a une vastitude du territoire, c'est une bonne nouvelle parce que maintenant, qu'on soit sur terre ou sur mer, sur le territoire canadien, il y a toujours une possibilité de contacter des gens. Évidemment, il faut être abonné à l'entreprise qui le fait, mais c'est en rajoutant, et ça c'est la bonne nouvelle pour les gens ici au pays, en rajoutant tous ces services qui demandent de la donnée, je pense que là, l'offre, elle est complète, là. Et moi, je peux faire mon chafouin ou pas là ? Mais bien sûr, Tristan. Alors, j'y vais. J'adore quand tu fais ton petit chafouin. Non, mais moi, je me pose la question de la neutralité du net là, qu'on a complètement passé. Voilà, ça y est. J'avais pas entendu ça depuis 10 ans. La neutralité du net. C'est pas parce qu'on n'en parle plus depuis 10 ans, parce que ça marchait. Tout à l'heure, on va parler de licence globale. Vous allez voir. Le vieux truc des années 2000. Maintenant, on a Spotify, c'est bon. Le nègre peut nous entendre. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que tu vas avoir des services qui sont favorisés par rapport aux autres. Et ça, c'est pas cool. Ça existe. Non, mais là, tu parles. Il y a des pays entiers où, par exemple, je pense à la Colombie, par exemple, où l'opérateur local, il a un accord avec WhatsApp. Ton usage de WhatsApp n'est pas décompté de ton forfait mobile. Oui, c'est compris dans ton. C'était scandaleux, oui, bien sûr. C'est un petit coup de canif dans le. Enfin, attends, va chez Bruno, prends la transcanadienne, tombe en panne la nuit, et tu nous diras encore, non, je suis pas sûr. Que, bon. La neutralité du net, là. J'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait une couverture par satellite, malgré tous les problématiques de pollution lumineuse et du ciel, etc., donc qu'on n'a pas mentionné non plus, et qui va empirer avec l'arrivée de nouvelles flottes de satellites. Mais la neutralité du net, je pense que c'est un des piliers du numérique, et qu'il ne faut pas le prendre pour acquis. C'est juste ça que je voulais rappeler. Ouais. Après, je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que le début. C'est-à-dire que là, c'est Google Maps, c'est donc WhatsApp, et puis petit à petit, il y aura d'autres services qui vont arriver. Et puis à terme, en fait, ce que disaient les ingénieurs de Starlink qui travaillent en fait sur les antennes des téléphones, parce que ce qui est incroyable, c'est que ça marche sur n'importe quel téléphone. Tu n'es même pas obligé d'avoir un téléphone Starlink. C'est ça qui est. Tu prends ton iPhone ou ton téléphone Android, les antennes de ton téléphone captent un signal qui a 500 km du téléphone, et ça marche. Pendant longtemps, on se disait il va falloir un petit accessoire, un petit modem, un petit monsieur. Un Bluetooth. Non. Et donc il y avait un ingénieur qui disait, il avait tweeté ça, il disait voilà, là je suis à l'intérieur de chez moi, bon je suis devant une fenêtre, mais j'ai un toit et j'ai 30 mégas. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est que à terme, en fait, ils savent très bien, ils ont une roadmap technologique de ces satellites qui font qu'ils savent que demain, ça pourra se substituer à n'importe quel opérateur. Quasiment. Il y a une question de densité, ça ne va pas servir 2 millions de personnes à Paris en même temps. Mais tu as vu combien il veut lancer de satellites, alors ça ne va pas faire plaisir à Tristan. Non, mais même, là, on a quand même, ils ont mis... On peut imaginer déjà qu'on a 99% du territoire, en France en tout cas, qui est couvert. Les 1% coûtent aussi cher. C'est pas 99% du territoire, c'est 99% de la population. Ce qui n'est pas pareil. Oui, bien sûr, pardon. Merci de préciser. Je vous en prie. Mais
merci, cher François. Les 1% pour pouvoir les couvrir, c'est quasiment, ça coûterait aussi cher que les 99% à créer, à maintenir, etc. Donc on rend service aussi à certaines personnes. Donc je pense que Starlink a fait peut-être en très peu de temps ce que les opérateurs n'ont jamais pu trouver comme solution. Mais est-ce que ça va pas rendre les opérateurs encore un peu plus paresseux, se dire bon, de toute façon là c'est pas à peine que je mette un émetteur, il y a Starlink les gars. Ils ont des obligations de couverture, c'est un dur métier opérateur. Hein, oui, non mais je sais. Bon, là, mais si on passe depuis plus de 20 ans à faire certaines zones, c'est aussi ça, quoi. Bruno a levé le doigt. Et quand Bruno lève le doigt, on l'écoute. Non, mais je veux revenir, c'est intéressant qu'on évoque le thème de la neutralité du net, parce que je me demande, sachant que Starlink, ça appartient quand même à Elon Musk, est-ce qu'il va accepter que les utilisateurs de compagnies de téléphone, donc par exemple de Rogers pour moi ou de T-Mobile aux États-Unis, accèdent à la plateforme de ChatGPT en utilisant son réseau, alors que c'est son fier concurrent qui est là? Ça va être intéressant de voir ça. Ouais, là, tu viens de mettre une pièce dans le jukebox de Tristan Nito. Ah oui. Moi, je ne dis rien, je savoure. Merci, Bruno. On peut dire qu'il y a des coups de canif à la neutralité qui sont des coups de canif positifs sur on va vous permettre de faire ça. Évidemment, là, quand on dit non, ça, tu peux plus le faire, là oui, ça, ce serait inacceptable. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin, messieurs. Passionnant tout ça. Pour un plaisir. Génial. On ne peut pas préempter leur suivante, là, t'es sûr? J'ai des invités qui attendent. Pardon. Ils sont venus exprès, tu vois. Donc, mais vous êtes les bienvenus, vous revenez quand vous voulez. La porte est grande ouverte, mais après vous la fermez parce qu'après ça fait du bruit. Stéphane Zibi, merci beaucoup à toi, consultant spécialiste en transformation numérique et en IA. Merci cher Cédric, à très bientôt. Salut François. Directeur général de Heavyweight Studio, podcaster. Bah tu vois. Et ancien journaliste LCI TF1. Merci Bruno. À bientôt. À très bientôt. Minetti. Salut camarade. Journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique que vous pouvez écouter, télécharger bien évidemment en podcast. Et merci à toi Tristan. C'est un plaisir d'avoir fait le chafouin encore ce soir. Mais non, ça va. Il sait faire que ça. Franchement. Jamais content. 30 ans que je le connais, jamais content. Mais c'est vrai, c'est ça. Et c'est pour ça, c'est la petite saveur de Tristan Nito finalement. Ouais, comme les deux petits vieux du Muppet Show. Ouais. Directeur associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. Vous restez avec nous, Tech & Co, encore une demi-heure à passer ensemble avec au sommaire pour notre deuxième partie. Jean-Claude Bailly sera là. Vous savez qui c'est? C'est le PDG de Navia Mobility, l'une des pépites du véhicule autonome en France, qui a eu chaud d'ailleurs ces derniers mois et qui revient. Et puis on parlera de cette histoire incroyable de Microsoft et d'obsolescence programmée concernant Windows 10. Est-ce que vous en avez entendu parler de cette histoire-là? Non. Non, je suis plus sous PC depuis... Non mais attendez, mais quand même. C'est pas pour ça qu'il faut n'avoir rien à cirer des 300 millions de PC qui sont jetés à la poubelle alors qu'ils fonctionnent. Ça me fait vraiment mal aux fesses. Exactement. Passez-les sous Linux, donnez-les à des assos. Il faut les passer sous Linux, absolument. Oui, bon alors ça, il faut quand même se lever un petit peu plus tôt. Mais c'est pas la solution universelle. On en parlera tout à l'heure avec Bogdan Bognar, qui est journaliste à la Tribune et qui a enquêté sur ce sujet, parce qu'en fait, il semblerait que Microsoft force un peu le passage à Windows 11, si vous voulez. Et alors que Windows 10 marche très bien sur des machines, bien sûr, on va dire un petit peu plus anciennes. Bon, on va tout vous expliquer tout à l'heure. Merci d'être là. C'était Tech & Co, la quotidienne. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Très belle soirée avec nous. Merci d'avoir choisi BFM Business. Merci d'avoir choisi Tech & Co, la quotidienne, 20h32. Il est temps de retrouver, comme chaque soir, quasiment à la même heure, le Tech Flash, ce qu'il faut retenir de l'actu tech du jour. Et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, il est désormais possible d'utiliser certaines applications directement dans ChatGPT, ce qui permet aux utilisateurs, par exemple, de créer une playlist Spotify ou encore de réserver un voyage sur Booking sans sortir de l'interface. Un service qui n'est pour le moment pas disponible en Europe, mais bientôt selon Sam Altman. Aux États-Unis, les clients de l'opérateur T-Mobile peuvent désormais utiliser WhatsApp ou Google Maps dans les zones blanches, et ce grâce à Starlink. Après l'envoi de SMS, l'entreprise d'Elon Musk ouvre désormais son service d'Internet par satellite aux applications de messagerie et de cartographie. Un service qui devrait être étendu à d'autres opérateurs d'ici les prochaines semaines, mais toujours pas en Europe.
Et Léa, toujours aux États-Unis, Zoox va étendre ses tests de robotaxi à Washington. Et oui, après avoir lancé son service gratuit à Las Vegas, la filiale d'Amazon ambitionne désormais de se lancer sur la côte Est. Washington devient ainsi la 8e ville dans laquelle Zoox teste son logiciel de conduite autonome, après San Francisco, Seattle ou encore Austin. Les tests sont prévus sur plusieurs mois. Le déploiement des taxis autonomes, lui, est annoncé pour l'année prochaine. Et puis c'est une première européenne. Thales a obtenu une certification pour sa carte à puce capable de résister aux ordinateurs quantiques. Elle est destinée à sécuriser des documents officiels comme notre carte d'identité, notre permis de conduire ou encore notre carte vitale. Selon certains experts, ces attaques quantiques rendront dans quelques années obsolète la cryptographie, le chiffrement aujourd'hui utilisé pour protéger nos documents. Et enfin, toujours en France, Amazon va ouvrir un nouveau centre de distribution à Beauvais avec la création de 1000 emplois en CDI à la clé. Cela représente un investissement de plus de 200 millions d'euros dans le pays. 2 autres centres devraient ouvrir d'ici l'année prochaine en Eure-et-Loire et dans le Rhône. Et pour finir, je vous donne rendez-vous ce soir à 22h30 pour Tech & Co Business, votre rendez-vous en compagnie de Frédéric Simotel. Et cette semaine, une émission enregistrée depuis l'Adobe Summit qui s'est tenue la semaine dernière à Paris. L'occasion de parler d'Adobe et la transformation de l'éditeur graphique depuis l'arrivée de l'IA générative. On écoute un extrait. On sent quand même qu'avec l'IA générative, les utilisateurs se font beaucoup accompagner dans la partie créative et tout ça. Comment convaincre les utilisateurs aujourd'hui de dire on a encore besoin des acteurs comme Adobe, on a encore même dans d'autres domaines, hein. Comment on fait aujourd'hui pour justement par rapport à ces outils qui, on a l'impression, rendent la vie plus facile? Ces outils rendent la vie plus facile, ils permettent à des entreprises d'accélérer, de produire plus, d'être plus performants. Pour autant, justement, il y a un enjeu, on le voit chez nos clients, de personnalisation. Comment j'arrive à mieux connaître les individus, comment j'arrive à mieux connaître mes clients. Donc l'enjeu, c'est bien d'arriver à suivre ce rythme que vous évoquiez avant. Permettre de produire plus, permettre d'être plus efficace, permettre d'être plus aussi authentique dans la relation qu'on va créer avec les clients. Et ça veut dire que par-delà le fait de créer des outils, nous, notre métier, notre rôle, c'est aussi d'accompagner les clients dans la formation, dans l'accompagnement en interne pour changer aussi les modèles de gouvernance, les modèles opérationnels. C'est pas que de la tech. C'est d'abord et avant tout de la transformation d'entreprise et la tech vient apporter et permettre, et l'IA vient permettre aussi cette transformation. Voilà, Tech & Co Business à retrouver évidemment sur la plateforme BFM Business et sur l'appli. 20h36, on va parler de véhicules autonomes à la française avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et j'accueille Jean-Claude Bailly. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir François. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le PDG de Navia Mobility. Navia Mobility qui fabrique des véhicules autonomes depuis pas mal d'années. On se souvient, je crois qu'on s'était même déjà croisé sur le plateau de l'une de nos émissions il y a quelques temps de cela. Depuis combien de temps vous êtes dans le véhicule autonome, Jean-Claude? Alors, Navia, on peut considérer que c'est un pionnier de la mobilité autonome. Puisque depuis 2014, Navia a déployé des navettes dans 270, plus exactement, dans 32 pays, avec un déploiement et donc un retour d'expérience énorme aujourd'hui par rapport à tous ces déploiements, ce qui fait la force finalement de Navia. Donc vraiment, Navia travaille depuis très longtemps sur ces véhicules autonomes, tant sur le transport de passagers que sur la logistique. Voilà, et votre spécificité, alors moi, je me souviens que vous m'aviez expliqué ça à l'époque, c'est que vous êtes sur des sites privés, c'est-à-dire que, enfin en tout cas à l'époque, peut-être que ça a évolué, mais en fait les navettes se balayaient par exemple sur des sites et permettaient aux collaborateurs de descendre à certains endroits si le site était, on va dire, éparse, quoi. Alors, on est sur des sites privés, mais on est aussi sur des sites publics, par exemple dans des villes, puisqu'on a déployé des navettes un peu partout, dans plusieurs villes en Europe. Au Japon, actuellement, on en déploie beaucoup. Et donc, du coup, on utilise ces navettes dans les villes depuis de longues dates. Et effectivement, sur le véhicule autonome, nous avons toutes ces années d'expérience, pas seulement en site privé, sur des villes et dans beaucoup d'endroits, je vous dis, 32 pays où nous avons déployé ces navettes.
Navia qui a eu des moments un peu compliqués ces derniers temps, puisque vous avez failli sombrer l'an passé. Vous étiez à 2 doigts en fait, de la fin de l'activité. Et puis, vous avez été recapitalisé par l'actionnaire japonais Macnica, qui a acquis 70% du capital et accompagné de NTT, qui a 30% des parts. Donc c'est pour ça que vous évoquez le Japon, j'imagine, parce que... nous avons 2 actionnaires japonais. 2 actionnaires japonais qui, en fait, veulent votre technologie sur le sol japonais, j'imagine. Alors, ils le veulent sur le sol japonais, ils le veulent aussi sur l'Europe, sur le Middle East, aux US. Donc, on a une vraie volonté de déploiement, pas uniquement sur le sol japonais. C'est vrai que Macnica et NTT sont eux-mêmes inscrits dans une démarche sur la smart mobilité. Ils ont des équipes dédiées à ça. Et donc, on leur apporte vraiment le complément avec la navette et avec tout ce que l'on a développé sur la navette. Il faut savoir que ce qui est extrêmement important pour nous et ce qui fait peut-être la force de Navia, c'est le fait de disposer de l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire qu'on a à la fois le développement de ce qui conduit le véhicule, ce qu'on appelle le Navia Drive, avec tous les sensors, les capteurs, etc. Et bien sûr, toutes les actions que l'on donne à la navette en fonction de l'environnement. Et nous avons aussi tout ce qui permet d'opérer la navette, à savoir la supervision, le monitoring à distance et le fleet management. Donc globalement, on apporte effectivement toute cette technologie et nos 2 actionnaires nous apportent aussi leurs compétences en infrastructure, par exemple, de télécommunications. Oui, puisque NTT est un opérateur, exactement, d'autres Como. Exactement, et très impliqué au niveau, bien sûr, du marché japonais, mais aussi sur d'autres pays. Vous avez eu chaud l'année dernière ? Alors, c'était Qu'est-ce qui s'est passé en 2023, Navia avait connu le gros trou d'air, on va dire. Au départ, Navia avait... Manque de financement, j'imagine, c'est ça ? Manque de financement, peut-être une stratégie un peu trop focalisée sur le projet en oubliant des déploiements, ce qui avait été la force de Navia dans la première partie de vie, c'est de déployer des navettes. Du coup, aujourd'hui, on est vraiment sur une approche step by step, c'est-à-dire qu'on ne veut pas rester dans notre tour d'ivoire à faire de la R&D avec nos 100 ingénieurs. On fait de la R&D, on développe et on met nos véhicules sur le terrain à chaque étape d'amélioration. Et donc, ce qui a fait peut-être trou d'air, c'est ça, c'est-à-dire un besoin de financement et finalement pas beaucoup de revenus. Ça a été en 2023 et effectivement, en 2024, on a vraiment installé notre actionnariat de manière stable et pérenne avec nos 2 actionnaires japonais. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de soubresaut européen du véhicule autonome. Si on commente, par exemple, la levée de 100 millions de dollars de la start-up suédoise Einride, que vous connaissez sans doute, qui fait peu ou prou, alors pas tout à fait ce que vous faites, mais qui fabrique des petits véhicules électriques autonomes aussi. Qu'est-ce qui se passe ? On est dans une... Alors, dans un bon vent. Oui, alors je pense que à peu près partout dans le monde, on a eu la période POC, c'est-à-dire Proof of Concept, des expérimentations, un peu partout. Aujourd'hui, on a une tendance qui est une tendance de plus en plus forte à dire « Ok, maintenant on veut des opérations ». On est consulté en permanence des collectivités, que ce soit en Europe, en France, à l'étranger. On veut passer à l'opération. Donc on vous prend au sérieux finalement, c'est ça ? Oui, il y a une vraie volonté et on répond quand même à une demande forte. Il faut savoir qu'il y a quand même une pénurie de chauffeurs. Il y a beaucoup de zones qui sont très peu couvertes par du transport traditionnel. En plus, notre positionnement auquel on croit, c'est-à-dire cette taille de navette de 15 personnes, ça nous permet de faire du transport public et sur du dernier kilomètre à la demande. Donc on est un peu positionné différemment d'un robot-taxi ou de tout petits véhicules qui vont transporter 2, 3, 4 personnes. On a un trajet prédéfini, ce qui rend aussi la technologie un peu plus accessible, puisque le trajet étant prédéfini, on peut faire un mapping du trajet, suivre un trajet, etc. On a des vitesses qui sont des vitesses qui vont tout à fait avec les demandes que nous avons de transport douce dans les villes. À titre d'exemple, on est en train de déployer en Italie, dans la ville d'Imperia, 3 navettes sur une ancienne voie de chemin de fer qui est transformée en route, transport doux, cyclistes, etc., piétons, et où nos navettes s'intègrent parfaitement. Donc il y a une vraie demande, effectivement, une tendance forte à passer du POC
à la réalité. Alors parlez-nous de Evo 3, donc c'est votre nouvelle navette autonome que vous lancez. Alors présentez-la nous. Comment se diffère-t-elle de ce que vous faisiez auparavant ? D'un point de vue look, c'est exactement la même que la précédente. Pourquoi ? Parce qu'on a d'abord, elle a plu énormément. Elle a un look qui a été plutôt plébiscité un peu partout où on l'a déployé. Vous le voyez sur vos images. Donc l'extérieur, on va dire que c'est la même chose. À l'intérieur, on a complètement fait évoluer le système. L'architecture est complètement nouvelle. Donc on a développé le nombre de capteurs, puisque pour simplifier, on va dire qu'une navette autonome, elle fait un peu ce que l'on fait nous, à savoir je vois, je décide et j'agis. Je vois, ce sont des capteurs. Donc on a multiplié les sources de capteurs, à savoir 8 lidars, 8 caméras, 2 radars. Et on travaille avec ça. Pour améliorer la sécurité, vous avez fait ça ? Exactement, pour améliorer la sécurité. Certains de ces capteurs sont même destinés à 100% à la sécurité. D'autres, donc par exemple les lidars, vous avez des lidars qui voient loin, des lidars qui voient à mi-distance et des lidars destinés à la sécurité dans une zone de 50 mètres du véhicule. Voilà, il y a un piéton qui passe. Voilà, exactement. L'un de vos systèmes le détectera. Exactement. Et le croisement de ces données. Chaque capteur a une spécificité. Le lidar va voir loin, le radar, lui, va permettre de travailler plus près et dans des conditions de météo qui sont mauvaises, dans le brouillard par exemple, alors que le lidar va perdre des informations. Donc c'est toute cette redondance sur laquelle nous avons travaillé qui nous permet aujourd'hui d'avoir fait évoluer grandement le véhicule sur la performance, sur la safety qui est extrêmement importante. Et voilà, on fait des choses qu'on ne faisait pas avec nos autres véhicules auparavant, le dépassement d'obstacles, les changements de voie. Voilà. D'accord. Et quand ça ne va pas, évidemment, il y a un opérateur qui prend le relais, c'est ça ? Alors, quand ça ne va pas... Quand il y a un problème, quand il y a un problème, on peut prendre le relais dans la navette, mais on peut prendre le relais à distance. Oui, c'est ça. C'est toute la partie supervision. Donc, il n'y a pas de chauffeur dans cette navette, il n'y a pas de chauffeur. Donc, s'il y a un problème, c'est un téléopérateur qui va prendre la main sur le véhicule. Exactement. Alors après, comme vous disiez, il y a des histoires de réglementation. Dans des pays, on peut nous permettre de le faire. Dans certains autres pays, c'est plus difficile. On a, par exemple, en France, une loi Pacte qui nous permet de le faire dans le cadre d'expérimentation. Voilà, et nous avançons, un certain nombre d'acteurs avancent pour pousser aussi à ce que ces réglementations évoluent et qu'on puisse mettre en opération des navettes. Dans des cas d'usage au départ intéressants, souvent, par exemple, le côté rural, il y a souvent des petits villages, des petites villes qui sont extrêmement mal desservies, sur finalement très peu de kilomètres, avec peu de circulation, et donc on doit pouvoir faire des choses et pas attendre le véhicule parfait qui va à 90 km/h partout. Non, c'est clair. Voilà. Donc c'est notre approche, c'est cette approche step by step concrète au fur et à mesure de l'avancée de notre technologie. Voilà, Navia Mobility, peut-être que vous croiserez très bientôt l'Evo 3 sur les routes françaises et internationales. J'espère. Merci beaucoup, Jean-Claude Bailly. Merci à vous. PDG de Navia Mobility, et tout de suite direction la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Sylvain Trinel nous a rejoint. Salut Sylvain. Bonsoir. Alors on en parlait justement hier, mais Taylor Swift refait l'actualité aujourd'hui pour une utilisation contestée de l'IA générative, dis donc. Et oui, il était temps de parler de Taylor Swift dans cette quotidienne. Parce que je crois que tu es un peu fan. Légèrement, très légèrement. Un peu déçu par le dernier album quand même. Oui, on le disait hier. Exactement. Est-ce que j'ai envoyé Melinda Davanssoula aux États-Unis m'acheter l'album, la variante collector aux États-Unis? Évidemment, bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne va pas en parler en bien de Taylor Swift, parce que l'artiste américaine qui a donc lancé vendredi dernier son nouvel album The Life of a Showgirl est accusée d'avoir utilisé de l'intelligence artificielle dans le cadre d'une mise en avant publicitaire. Dans le cadre de la sortie de cet album, les fans de la chanteuse étaient invités à trouver 12 portes orange reprenant les couleurs via une recherche Google sur Taylor Swift, débloquant donc une vidéo, et c'est cette vidéo qui fait aujourd'hui polémique. Alors qu'est-ce qui fait penser que cette vidéo a été générée par l'IA, Sylvain? Eh bien, comme d'habitude, plusieurs détails que des fins observateurs ont dévoilés sur les réseaux sociaux. D'abord, il y a cette maison floue sur un tableau, ainsi que des livres avec des lettres manquantes. On peut aussi voir des doigts humains fusionnés avec une serviette orange. Ça, c'est pas bon signe. La lumière traversant la fenêtre et des ombres portées qui ne correspondent pas vraiment à ce qui doit normalement
vraiment se passer. En réalité, en fait, on découvre que Google a tout simplement utilisé ces outils d'IA générative et en premier lieu Sora 2 qu'ils ont dévoilé au printemps dernier pour élaborer cet astucieux plan marketing. Alors Sora 2, c'est OpenAI, attention, c'est pas Google. Pardon, pas Sora 2, excusez-moi, c'est VO3. VO3, pardon. C'est oui, effectivement, vous faites bien de me le préciser. Et alors évidemment, pour Taylor Swift, c'est Taylor Swift qui te perturbe un la tête, je comprends. Évidemment. Mais effectivement, c'est curieux justement de voir Taylor Swift ou ses équipes valider un tel plan, parce que l'artiste, elle s'est toujours opposée à l'utilisation de l'IA générative. Elle avait d'ailleurs été victime de deepfakes sexuels il y a quelques mois sur le réseau social X. Certaines mauvaises langues diront néanmoins, bien sûr, ce n'est pas moi qui ai écrit cette ligne, qu'il s'agit d'une suite logique par rapport à l'album dont certaines paroles, et c'est un fin connaisseur de la chanteuse qui vous le dit, auraient pu sortir de ChatGPT. Non. Alors là, franchement, tu vas un peu trop loin quand même. Évidemment, trop loin. Je sais qu'il y a beaucoup de fans parisiens de Taylor Swift qui vont t'attendre à la sortie de la radio. J'ai un petit peu peur de sortir de BFM TV là. Du studio, ça va être chaud. Merci beaucoup Sylvain. Merci. Sylvain Trinel, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Voilà, on a parlé de Taylor Swift. Ça y est, c'est fini, c'est bon. C'est fait. 20h49 pour terminer ce Tech & Co. Direction la rédaction de nos camarades de la Tribune. Tech & Co, la quotidienne, décryptage. Oui, vous savez que la Tribune fait partie maintenant de la grande famille RMC-BFM, avec un principal actionnaire commun qui est CMA-CGM. Il faut le signaler. Bogdan Bognar est avec nous. Bonsoir Bogdan. Bonsoir. Journaliste donc à la Tribune. Bogdan, tu as fait en fait une enquête très intéressante sur Microsoft et sur la polémique qui alimente en ce moment les réseaux et Internet, on peut le dire. C'est l'obsolescence programmée d'un certain Windows 10. Ouais. Parce que, en fait, on le sait, il existe énormément de Windows. On a eu Windows XP, après il y a eu Windows 8, Windows 10, maintenant on est passé à Windows 11. C'est toujours très compliqué pour les parcs d'ordinateurs de changer de système d'exploitation. Sauf que là, Microsoft a décidé de couper en fait, le tuyau de Windows 10. Windows 10 n'est plus mis à jour. C'est ça, fin de vie. Fin de vie, c'est terminé. Et donc, il pousse les utilisateurs de Windows 10... Il force. Voilà. À passer sur Windows 11. On n'a pas vraiment le choix. Alors, il y a des petites options qui ont été mises, des sursis, on peut dire, sur un an, mais alors, c'est un peu simple. C'est des mises à jour de sécurité. C'est des mises à jour de sécurité. Problème, hein. Alors ça, c'est le grand argument de Microsoft aussi, c'est de dire, si vous ne le faites pas, vous avez plus de chances de vous faire pirater. Vous, directement, alors on ne va pas rentrer dans les sujets non plus, on ne va pas rentrer dans le technique du processeur, hein, surtout après Taylor Swift, on va rester sur la surface. C'est intéressant parce que vous, c'est peut-être en un clic, votre mise à jour, quand vous êtes une collectivité, et je trouve que c'est plus intéressant de parler des collectivités parce qu'il s'agit d'argent public, vous avez un parc de 100, 200 ordinateurs à mettre à jour. Un ordinateur, ça peut coûter cher. 10 ordinateurs, ça coûte encore plus cher. Généralement, vous les achetez pour les rentabiliser sur 10, 20 ans. S'il faut mettre à jour tous ces ordinateurs, peut-être que la balançoire du petit parc, on ne pourra pas l'acheter parce qu'il faudra mettre ces coûts-là, ce budget-là, dans l'informatique. Oui, parce que ce qu'il y a de particulier avec Windows 11, je crois que c'est la première fois d'ailleurs que Microsoft impose ça, c'est qu'il faut un ordinateur relativement récent avec une puce de sécurité qui n'est intégrée que sur des ordinateurs qui ont, on va dire, 3-4 ans. C'est ça. Et donc, si vous avez un ordinateur qui a plus de 3-4 ans, 5 ans pour certains, eh ben, vous ne pouvez pas installer Windows 11 parce qu'à l'installation, Microsoft va vous dire votre PC est obsolète, vous ne pouvez pas l'installer. Et si vous avez Windows 10 qui marche parfaitement, vous vous retrouvez en fait avec une machine qui n'est plus bonne à rien, finalement. Ça, et comme on n'a plus de mise à jour de Windows 10, on est bloqué. Et ton exemple des mairies est très intéressant parce que ça pose un vrai problème. Alors, oui, tout est dans la puce. Hein. C'est aussi bête. En plus, on n'est pas sur le cœur même, mais dans une puce de sécurité. Donc, pour parler en sigle, c'est la TPM 2.0. Et Windows justifie que... Cette puce qui est développée par Intel en plus, exactement. Je crois. Dans cette puce, on peut contenir une sécurité, notamment pour les identifiants qui sont souvent volés. Et donc, ce serait une garantie de sécurité. J'ai pris l'exemple des mairies, tout simplement parce que, là, on explique que c'est pas possible. C'est possible. Mais c'est possible. C'est possible. Alors, c'est un peu c'est le mythe un peu de journaliste où on reçoit une enveloppe et rencontrez-moi dans le parking ce soir. C'est comme ça que ça s'est passé ? Un peu. C'est rare, c'est très rare, surtout sur les enquêtes. Mais j'ai reçu un coup de fil donc d'une source qui m'explique qu'elle a un parc informatique qui provient du service public. Tous les ordinateurs sont achetés.
Donc bon, il y a toute une question écologique aussi. Non, mais surtout s'ils fonctionnent, tu vois. Mais ils fonctionnent, voilà. ils sont achetés. Si tu fais de la bureautique, que tu sois sous Windows 10 ou Windows 11, ça va pas changer ta vie. Surtout pour mettre de l'état civil et envoyer des mails. Voilà, exactement. On s'en tient à ça. Et donc le monsieur en question a mis à jour, alors on va vulgariser, en écrasant, donc en supprimant Windows 10, il avait la solution Windows 11 sur un disque dur externe, il a installé, il a juste annulé quelques contraintes de sécurité, même le juste et entre guillemets évidemment, et ça fonctionne parfaitement. Et donc il a un parc de 10 ordinateurs qui devait finir à la poubelle et qui fonctionne parfaitement. Donc une fois que j'ai, on va dire, ces vidéos qui débarquent donc, sur WhatsApp, il m'envoie toute l'expérimentation, je cherche des collectivités et il y en a plein qui risquent de jeter leur ordinateur. Ce qu'il faut rappeler la date, c'est dans une semaine. Donc le 14 octobre, normalement, il y a une fin de support pour Windows 10. Oui. Donc on ne pourra plus contacter Windows si ça ne fonctionne pas. Avec un sursis d'un an, on s'inscrit sur un programme. Et si on paye aussi, avec environ 60 € pour la partie professionnelle. Je contacte une mairie que je ne vais pas citer aussi, mais qui est en Ile-de-France, qui a plusieurs dizaines de milliers d'habitants, qui me disent « bah oui, on est confronté à ce problème, on va tester cette manipulation que vous nous proposez ». Ils me rappellent une semaine plus tard, ça fonctionne. Okay. Et ils trouvent toute la manipulation sur GitHub, donc qui est une plateforme pour développeurs. Donc tout est en ligne, c'est vraiment étape 1, étape 2, étape 3. En 1 heure environ, ils sauvent une dizaine d'ordinateurs. Mais c'est intéressant, Bogdan, mais que dit Microsoft dans cette histoire? Parce que c'est intéressant d'avoir leur... Ils ne recommandent pas, évidemment. Ils répondent pas? Ils ne recommandent pas. Ils recommandent pas. Non mais... Parce que en fait, ils expliquaient que c'était pas possible d'installer Windows 11 sur un PC qui n'était pas. Le discours s'adapte. Souvent, on remarque dans le journalisme, c'est quand on titille qu'on a plus de réponses. Il y a un discours comme tel, change. Exactement, et qu'on vient vers vous et c'est plus l'échange se fait différemment. L'argument de sécurité, il s'entend. Les attaques évoluent, les menaces évoluent. On a maintenant sur les composants en tant que tels. C'est dur à entendre, ne serait-ce que pour une collectivité, d'avoir un ordinateur qui fonctionne parfaitement, mais on lui dit oui, mais avec ces nouvelles solutions de sécurité, il faut tout jeter. Donc c'est très complexe, surtout par rapport aux missions que nous avions évoquées juste avant. Donc pour Microsoft, évidemment, c'est ne faites surtout pas ça chez vous, c'est dangereux, et tant pis, et il faut payer. Donc, surtout à la fin, en gros, ce que tu es en train de dire et ce que tu es en train de constater et qui fonctionne, c'est que si tu as un PC sous Windows 10 qui est encore vaillant et qui fait 100% de tes usages au quotidien, tes usages informatiques, on peut malgré tout installer Windows 11 dessus et il fonctionnera. Il fonctionnera, problème. Alors il y a des questions de stockage, de mémoire. Alors, évidemment, il ne faut pas faire ça sur un coffre Windows 95 qui réveille tout le voisinage quand il s'allume. Mais sur un laptop classique d'il y a 10 ans, ça fonctionnera parfaitement. Il n'y a aucun souci pour ça. Et même si vous avez l'alerte Windows 10 qui vous dira votre ordinateur est acheté. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez installer malgré tout Windows 11 avec quelques sacrifices de sécurité. Ça va aller loin cette histoire pour Microsoft à ton avis ou pas? Alors, il y a une question de justice parce que l'obsolescence programmée, si on les accuse de ça, c'est un délit en France, y compris l'obsolescence programmée sur un logiciel. Donc, vous n'avez pas droit de forcer un consommateur à jeter le produit que vous lui avez vendu parce que vous imposez un nouveau programme. Surtout les contraintes écologiques que tu veux. Complètement. Mais alors c'est extrêmement compliqué pour un consommateur de prouver techniquement qu'il y a une intention d'obsolescence programmée. Alors bon courage, parce que surtout avec les équipes juridiques de Microsoft, on parle quand même du monopole sur les interfaces d'ordinateur. C'est le contre le pot de fer là. Complètement. Mais très intéressant, et cette étude, enfin en tout cas toute cette enquête est à retrouver sur la tribune. Merci beaucoup Bogdan Bonnard d'être venu nous expliquer tout ça, journaliste à la tribune. Voilà pour terminer ce Tech & Co, la quotidienne. Merci de nous suivre. On sera là bien évidemment demain, mercredi, dès 19h30 à la radio, à la télé, et le replay, le podcast de cette émission qui vous attend dans quelques instants. Très belle soirée et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.